Paris, piège à con. S'il y avait une vidéo que je devais m'envoyer à moi-même, si le voyage dans le temps existait, ça serait celle-ci. Je souhaitais vous faire partager mon expérience d'ancien Parisien. J'ai vécu à Paris pratiquement 10 ans, 3 ans pour finir mes études et 7 ans où j'ai travaillé. Et avec du recul, je réalise à quel point cette ville est pénible, à quel point cette ville prend votre énergie et vous jette comme une vulgaire chaussette. D'autant plus que, en ayant voyagé, en vivant aujourd'hui à Londres et en ayant voyagé un peu partout dans le monde, j'ai réalisé que la vie est agréable et facile dans beaucoup d'autres villes. Et je voulais prévenir toute personne, que vous soyez provinciaux voulant aller à Paris ou que vous soyez étranger d'un pays francophone voulant aller à Paris. Je souhaitais prévenir que c'était une perte de temps et que cette ville était là pour détruire, absorber votre énergie et détruire votre ambition. Il faut savoir que Paris est une ville très bonne en marketing, hein. Paris sait se vendre. Paris se vend comme la ville lumière, comme la ville des droits de l'homme, comme la ville de l'amour, de l'élégance, etc. Mais il faut juste prendre l'Eurostar et débarquer à Gare du Nord pour comprendre que tout cela n'est qu'une fumisterie. Et il y a aussi le fait que Paris est peut-être la ville la plus monarchique du monde occidental. Monarchique dans le sens où Paris n'est pas une ville égalitaire. Pour réussir lorsqu'on est jeune à Paris, il faut ou faire partie de l'ancienne noblesse ou faire partie d'une communauté particulière, la communauté des Lumières, si vous voulez être artiste, si vous voulez faire du théâtre, si vous voulez avoir accès à certains postes, ou être d'une communauté LGBT, être gay, si vous voulez faire de la mode, du cinéma. Donc c'est une ville très compartimentée et il faut vraiment faire partie d'une minorité ou de par votre classe sociale, hein, si vous faites partie de l'ancienne noblesse française, si papa a des contacts dans l'industrie, chez Vinci, etc. Donc vous aurez du travail facilement. Si vous faites partie d'une minorité particulière, sans aller loin dans les noms et dans les descriptions, vous aurez aussi accès, si ce n'est au travail, au moins à l'opportunité. Et je me souviens, lorsque j'étais salarié, j'ai fait plusieurs agences d'architecture à Paris, à quel point il était dur et difficile d'accéder au niveau supérieur. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de travail. En architecture, ce n'était pas le problème d'arriver à trouver un poste, un boulot d'architecte. Mais vous êtes cantonné à cela. Il est très dur de passer au niveau associé ou de créer votre agence. Alors ça, c'est quelque chose auquel je ne pensais même pas, tellement avoir une clientèle était difficile, tellement les mentalités sont difficiles et sont fermées. Et je me souviens de cette anecdote de mon patron pour qui je travaillais à l'époque à Paris, dans une grande agence d'architecture, avec qui j'avais eu un entretien pour demander une augmentation. Et c'était une augmentation de rien du tout, hein. Je pense que c'était du moment où je passais de mon CDD vers le CDI, et je voulais pas travailler pour le même salaire. Donc j'avais demandé une renégociation. Et il m'avait répondu, tu sais, si tu veux faire de l'argent, t'es mieux d'ouvrir une crêperie. Aujourd'hui, on ne gagne plus d'argent en architecture. Pour me dire que il fallait pas que j'espère beaucoup plus d'argent, car la situation est difficile. Enfin bref, le discours de tout patron. Et pour moi, c'était à l'époque la normalité. J'avais baigné dans ça, j'avais toujours vécu en France, mis à part quelques stages ici et là à l'étranger, mais voilà, je connaissais essentiellement le mode de fonctionnement à la française. Et en arrivant au Royaume-Uni, en Angleterre, j'ai réalisé à quel point j'avais perdu du temps en restant à Paris. Mon histoire à Londres a été absolument incroyable. Alors déjà, j'ai réalisé à quel point la ville était internationale, hein. Paris n'est pas une ville internationale, hein. Quand je vous dis internationale, la première agence d'architecture pour laquelle j'avais travaillé était financée, où le client était
du Qatar. L'architecte était originaire des Seychelles, il était britannique mais originaire des Seychelles. L'architecte d'intérieur était iranienne, le responsable de projet était britannique. La boîte d'architecture d'intérieur avec qui on travaillait avait des Irlandais, une Grecque américaine née à Londres. Le comptable était indien. Il y avait à peu près une cinquantaine de nationalités sur 100 personnes. Et cela m'a vraiment marqué à Londres de voir autant de diversité, autant. C'est une ville monde. Paris n'est pas une ville monde. Paris est une ville très française, avec quelques étrangers. Mais Londres est une ville monde où bientôt les étrangers seront plus nombreux que les natifs britanniques. Par contre, ce n'est pas choquant parce que la diversité est diluée. Il n'y a pas de majorité écrasante, dominante. Donc il y a des gens qui viennent du Royaume-Uni, donc des îles britanniques, hein, Angleterre, Irlande, Écosse, Pays de Galles, donc déjà la diversité est britannique. Il y a des gens du monde anglo-saxon, des Australiens, des Canadiens, des Américains, des Néo-Zélandais. Il y a des habitants ou des gens qui viennent des anciennes colonies britanniques, Inde, Pakistan, les îles aussi, Seychelles. Il y a des gens qui viennent des anciennes colonies africaines, Nigeria, Cameroun, et récemment l'immigration européenne. Donc beaucoup de Polonais, de Russes, d'Ukrainiens, etc. Ce qui fait qu'il n'y a pas de prédominance comme on l'a en France, hein, donc prédominance africaine, maghrébine. En Angleterre, c'est vraiment le monde. Ou à Londres plutôt, c'est vraiment le monde. Donc on n'est pas choqué en se disant mais il y a trop de personnes de tel pays. C'est vraiment absolument dilué. Donc ça ne choque pas. Et ce qu'il y a de marquant aussi, c'est que ces gens-là ont tous une chance de réussite à peu près égale. J'ai été très surpris le jour où j'ai rencontré un des responsables des entreprises de construction avec qui on travaillait, qui était d'origine syrienne, qui avait fui la guerre, qui est arrivé à Londres. Alors lui, il était électricien, il est arrivé à Londres et il avait fait taxi pendant quelques années. Ensuite, il a créé sa boîte d'électricité, de travaux électriques, où il faisait des travaux chez des particuliers. Puis, de fil en aiguille, il a grossi sa boîte et il a intégré des gens qui faisaient de la cloison sèche, donc du placo-plâtre, des cloisons. Il a intégré un plombier, il a commencé à faire de la rénovation d'appartements. Puis, petit à petit, un des clients qui lui donnait des appartements à rénover lui avait proposé de rénover un immeuble de 14 appartements. Et il avait réussi à faire ça, à monter l'opération et à faire ça avec succès. Et de fil en aiguille, il ne fait que de la rénovation d'immeubles pratiquement aujourd'hui. Il ne fait plus de petits appartements. Et il a récemment vendu ses parts pour 1 million de livres sterling, à 49% des parts pour 1 million de livres sterling. À la base, c'était un Syrien qui fuyait la guerre. Et je me suis fait la réflexion en me disant, un Syrien qui débarque en France, au mieux, il ouvre un kebab. Il n'aura jamais la chance de monter une opération pareille. Et l'ouverture d'esprit et la tolérance étaient aussi frappantes, parce qu'on était dans des réunions d'entreprise où le bonhomme parlait à peu près anglais avec un très fort accent, mais tous les gens autour de la table, les responsables de projet, les chefs de projet, les représentants du client, etc., qui étaient eux anglais, well spoken comme on dit, qui parlaient bien, bien habillés, de vrais gentlemen, l'écoutaient. Il n'y avait pas de mépris dans le regard, il l'écoutait et la réunion se passait sans aucun problème. Je me dis, le même bonhomme en France avec l'accent qu'il a, jamais il ne ferait une réunion avec de hauts responsables, enfin de hauts, entre guillemets, avec des responsables français autour d'une table, il ne l'écouterait même pas. Enfin, je pense qu'il y aurait un niveau de mépris par rapport à son origine. Et il n'aurait jamais réussi à faire ça en France.
En France, les Syriens, ça va être au mieux un responsable, au mieux un patron de kebab ou de restaurant. Et pareil, hein, ça existe aussi aux États-Unis. Hein, quand on regarde les autres communautés, la communauté chinoise en France, au mieux, elle reprend le business de papa ou le restaurant de papa, la deuxième génération, la troisième génération. Aux États-Unis, si vous allez à San Francisco, la deuxième, troisième génération d'immigrés chinois sont tous à la Silicon Valley en train de travailler sur des projets d'intelligence artificielle. Il y a une espèce d'ascenseur social qui n'existe pas en France et encore moins à Paris. En fait, on a l'illusion de l'égalité en France, et c'est pour ça que je conseillerais à n'importe quelle personne qui serait tentée de venir en France ou tentée de venir à Paris, je serais tenté de dire sauvez-vous. Sauvez-vous, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir en France. À tous les jeunes de province qui veulent monter à Paris, je dis allez en Australie. Allez au Canada, allez aux États-Unis, ne venez pas à Paris, vous allez perdre votre jeunesse, vous allez perdre votre temps. Il y a un monde ouvert, dynamique, tolérant qui vous attend. Ne gaspillez pas votre énergie à Paris. Et je donne le même message aussi aux étrangers francophones du Maghreb, d'Afrique du Nord qui veulent venir en France. Sauvez-vous. Prenez cette opportunité pour aller au Canada, pour aller en Australie, pour aller en Nouvelle-Zélande, pour aller aux États-Unis. Ne gâchez pas votre temps en France, il n'y a rien pour vous en France. Et je le dis en totale honnêteté. L'ascenseur social en France est cassé, il est brisé, il ne marche plus. Et pour vous donner un autre exemple, vous savez, le maire de Londres, Sadiq Khan, d'origine pakistanaise, il a été présenté en France dans les médias comme le premier maire musulman d'Angleterre ou du Royaume-Uni. Ça a été vraiment la révélation. Oh, regardez un musulman qui devient maire de Londres, la capitale monde, le centre mondial de la finance. Mais quand j'ai écouté la radio ou quand j'ai écouté la BBC, personne ne l'a présenté comme musulman. Il n'y a que les médias français qui l'ont présenté comme musulman. Vous savez comment il a été présenté au Royaume-Uni ? Il a été présenté comme fils d'un chauffeur de bus. Ce qui a fait plaisir aux Anglais, et il est très populaire ici, ce n'est pas le fait que ce soit un musulman qui a accédé à cette fonction. Les mecs s'en foutent presque. Ou alors c'est secondaire. Ce qui leur a fait plaisir, c'est de voir que l'ascenseur social fonctionnait encore. Qu'un fils de chauffeur de bus, pakistanais, qui n'avait rien à la base, ni en termes de réseau, ni en termes de connexion, ni en termes de ressources, simplement par l'éducation et par la capacité du système anglais à promouvoir les gens par le talent indépendamment de leur naissance, de leur race, de leur couleur. Ce système qui a donné la chance à un petit Pakistanais, fils de chauffeur de bus, de devenir maire de l'une des plus grandes villes du monde, centre de la finance mondiale, a parlé aux Anglais. Tous les petits Anglais dans les council housing, dans les logements sociaux, fils de Nigérians, fils de Pakistanais, d'Indiens, de Galériens qui sont venus d'un peu partout pour améliorer leur vie et celle de leurs enfants, ont eu l'exemple et l'image de cette personne qui, par le travail et par la compétence, a réussi à rentrer en compétition avec l'élite et à gagner sa place au sein de l'élite. C'est quelque chose qui est inconcevable en France. En France, on a encore des Delanoë, maire de Paris, fils de l'ancienne grande noblesse. Il est inconcevable que cela arrive. Et je suis sûr qu'il y aura des gens dans la rue si un jour on a un maire ou un président musulman. Et c'est encore, on va dire, la France en fait se présente comme un grand pays, mais comme on dit en anglais quand je traduis, les Américains disent petite ville, petite mentalité. C'est-à-dire qu'on a encore on est petit dans nos esprits en France parce que c'est un petit pays.
On vit encore sur des restes d'un empire. Alors, il n'y a jamais eu d'empire français, hein. Il y a eu un empire britannique, il y a eu un empire romain, mais il n'y a jamais eu d'empire français. Il y a eu des colonies françaises ici et là. Et donc, on est encore dans cette peur de perdre notre identité. On est encore dans cette peur de se faire voler par les étrangers. On est encore une espèce de petite ville refermée sur elle-même. Chose que n'ont pas les Anglais. Les Anglais n'ont pas peur de perdre leur identité. Ils sont conscients, au contraire, qu'ils ont contaminé le monde entier par leur personnalité. Ce n'est pas le monde qui a écrasé l'Angleterre ou qui a envahi l'Angleterre, c'est plutôt l'anglais, de par la langue anglaise déjà, et de par l'Empire britannique, qui s'est étalé sur la terre entière. Donc ils n'ont plus cette crainte que leur culture disparaisse. En fait, le monde est en train de devenir la culture anglo-saxonne est en train de devenir le monde aujourd'hui. Hein. Quand les gens parlent de la disparition de l'Empire américain ou de l'effondrement de l'Empire américain, peut-être que l'Amérique en termes de nation perdra en influence, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que le monde deviendra l'Amérique. C'est ce qui est en train de se passer déjà. Hein. Google, quand vous tapez quelque chose sur Google, les serveurs sont dans la Silicon Valley. Tout ce que vous faites est centralisé aux États-Unis. Le monde, l'Amérique, c'est devenu le monde. Et donc, à Paris, et en France, pour revenir au cœur du sujet, cet ascenseur social n'existe pas. Paris est encore un pays ou une ville de caste. Et vous n'aurez aucun moyen ou aucune chance d'accéder à la caste supérieure. Il n'y a pas de transition verticale possible, vous aurez une transition horizontale possible. Fonctionnaire, fils de fonctionnaire, ça marche encore, ouvrier, fils d'ouvrier, ou fils d'ouvrier qui deviendra manager dans une boîte. Mais manager, c'est quoi aujourd'hui? Quelqu'un qui est assis derrière un écran toute la journée à cliquer, à regarder des chiffres. Je vois pas trop la différence avec un mec qui bossait à l'usine. À part la pénibilité en moins, je ne considère pas comme une ascension sociale. Et si vous n'êtes pas fils, ou si vous n'appartenez pas à la caste dominante, vous n'accéderez jamais à cette caste. Vous ne deviendrez jamais ministre si vous ne vous appelez pas De Villepin. Ou si vous n'êtes pas connecté d'une façon ou d'une autre, ou au système bancaire, ou aux grands industriels, Dassault et compagnie. Et d'ailleurs, l'un des architectes pour lesquels j'ai travaillé à Paris était ami avec Serge Dassault, et c'est comme ça qu'il obtenait la majorité de ses projets. Donc ce n'était pas par la compétence ou par son talent d'architecte, mais par la connaissance, par le réseau. Ou alors vous appartenez à la communauté des Lumières, et à ce moment-là, tout le domaine artistique, cinématographique vous est ouvert. Mais à part cela, l'ascenseur ou l'ascension est impossible en France. D'ailleurs, il n'y a pas de success story à la française, il n'y a pas de rêve français. Il y a un rêve américain. Pourquoi d'ailleurs on est fan de rêve américain? Pourquoi les Français, tout en critiquant l'Amérique, sont presque amoureux de ce rêve américain? C'est parce que l'Amérique est encore un pays où l'ascenseur social est possible. C'est le deal anglo-saxon, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de sécurité du travail, mais on vous permet en tant qu'individuel, ou en tant qu'individu, de prendre votre propre chemin et de réussir. Alors, il y a aussi des castes, il y a aussi le système bancaire, il y a aussi des familles, il y a aussi de la franc-maçonnerie, comme partout. Mais on vous donne la possibilité, si vous êtes bon, d'y arriver. On ne me fera pas croire que Steve Jobs ou Mark Zuckerberg ou Warren Buffett ou Bill Gates, que ces gens-là faisaient partie d'une franc-maçonnerie obscure et que c'est comme ça qu'ils ont réussi. Ces gens-là sont juste des génies de l'informatique qui ont eu accès à la programmation et qui ont produit ces applications innovantes. Et la Silicon Valley grouille de ces gens-là. Ils y sont tous, les futurs gourous milliardaires de l'informatique sont déjà à la Silicon Valley en t-shirt, sac à dos,
et lunettes, et 1 sur 100 des mecs que vous verrez dans les campus de la Silicon Valley finira milliardaire. C'est presque une statistique. Chose qui n'existe pas en France. On n'a pas de modèle français de réussite fulgurante qui n'a pas été connecté à un réseau, qui n'a pas, par sa famille, par l'aide de l'État, par des connivences réussies. On n'a pas ces modèles-là. Hein. Si on veut donner un modèle français à la jeunesse, si je devais en donner un aujourd'hui, je ne sais pas. Si quelqu'un me disait, si tu devais choisir une personnalité française que tu montrerais comme exemple à la jeunesse pour suivre, ou à suivre, ben je sais pas quoi faire, quoi. Même nos personnalités françaises ou les personnalités préférées des Français, c'est Yannick Noah, l'abbé Pierre, Jean-Jacques Goldman et Zidane. Un religieux, un ancien tennisman devenu chanteur, un joueur de foot et un chanteur de variété. Faut arrêter de déconner, les mecs. Il n'y a pas d'autres exemples, il n'y a pas d'autres personnalités préférées des Français qui soient un jeune qui a commencé de rien, qui a monté une start-up et qui a réussi. C'est ça les exemples qu'on donne à la jeunesse en France. L'abbé Pierre, Zidane et je sais plus qui d'autre. À un moment, il y a un truc qui ne marche pas. Et en voyageant, j'ai constaté que la vie était beaucoup plus simple qu'à Paris, partout. En Australie, j'ai rencontré des Français qui ont eu l'intelligence de partir directement de leur petite ville de province pour aller à Sydney. Alors, tout n'est pas rose, la vie est chère à Sydney, c'est aussi dur d'habiter, de trouver un logement, mais il y a une énergie, il y a une espèce d'espoir. Je parlais à un jeune là-bas que j'avais rencontré en sortant. On avait fait avec un pote pratiquement tous les clubs de Sydney et on avait rencontré beaucoup de Français parce qu'il y en a beaucoup. Et il me disait oui, je suis électricien ici, je fais 65 dollars de l'heure. Donc le mec il fait pratiquement dans la journée, s'il fait une grosse journée de 10 heures, il a fait 650 dollars en un jour. Elle me dit oui, c'est dur, le logement est cher, mais voilà quoi, je gagne bien ma vie, tous les samedis, dimanches, je suis à la plage, je suis à 20 minutes pour aller faire du surf. La vie est belle quoi, il fait beau, la ville est pleine d'énergie, l'économie est en plein boom. Il y a, même dans la difficulté, beaucoup d'espoir. Et les mecs ont eu l'intelligence de faire ça. Et ils m'ont dit non, pour rien du monde, pour tout l'or du monde, on ne rentrerait pas en France. C'est impossible d'avoir ça en France. Personne ne donnerait à un jeune électricien de 26 ans l'équivalent de 50 € de l'heure. Personne ne vous donnerait ça. Presque 500 € par jour. Et partout, des Français en Thaïlande, des Français au Japon, des Français aux États-Unis, arrivent à réussir mieux qu'en France, arrivent à exploser, arrivent à libérer leur énergie dès qu'ils quittent la France. Parce que Paris est une suceuse d'énergie. Elle prendra votre énergie, elle vous brisera les reins, elle vous jettera comme une merde. C'est ça que fait Paris. Elle broie l'énergie, elle broie la jeunesse. Elle transfère cette énergie de la jeunesse à la classe supérieure, aux riches, à ces gens qui nous dominent. Même le cinéma français, c'est du vol de l'argent public. Hein. Le cinéma français médiocre est soutenu par des fonds publics. Tous les films sont soutenus par des fonds publics. Donc l'argent que vous payez pour vos impôts part en partie à Danny Boone pour aller faire des films de merde. Pour qu'il puisse en plus se payer 20 millions d'euros. Jamais vous ne ferez ça aux États-Unis. Le taxpayers' money, c'est un truc qui revient toujours en Angleterre et aux États-Unis. It's taxpayers' money, c'est de l'argent public. Ça ne devrait pas aller au cinéma. Ça ne devrait pas aller à... Ici, les gens en Angleterre râlent dès qu'on gaspille l'argent public parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils savent que c'est une ressource rare et que l'argent public doit aller vraiment là où on en a besoin.
Donc les Anglais défendent le NHS, le système de sécurité sociale. Il est gratuit de se soigner aujourd'hui en Angleterre, contrairement aux États-Unis. Ils défendent l'école, ils défendent les logements sociaux. Ils ne sont pas contre l'investissement public, mais ils veulent que ça soit utile. Et quand ils voient le taxpayers' money, l'argent public, gaspillé, je peux vous dire que c'est là où il y a des gens dans la rue. Et en France, on n'a pas ça. Personne ne s'insurge de voir que l'argent de vos impôts que vous payez, les impôts qui sont de plus en plus élevés en France, on asphyxie la classe moyenne, va pour produire des films de Danny Boone, des films d'une médiocrité incroyable, qui ne sont pas exportables, qui ne sont pas regardables. Pour moi, si on devait financer le cinéma par de l'argent public, ben perdu pour perdu, parce que c'est pas des films qui font de l'argent, autant que ça profite à de jeunes talents, à des gens qui n'ont pas de réseau, qui ont juste du talent. On devrait faire un casting comme ça, national, quand il y a un gros film avec un gros budget, et je suis sûr qu'on trouverait des pépites. Pourquoi on a toujours les mêmes qui tournent constamment, Drucker, Danny Boone, les mêmes têtes, les mêmes gens encore et encore, Ruquier. Je regarde de temps en temps un zapping sur Internet, et je vois de temps en temps des vidéos, des extraits d'émissions françaises. Il y a encore Drucker. Il y avait Drucker quand j'étais né, et il y a encore Drucker maintenant. Vous ne verrez jamais ça aux États-Unis. La classe politique française, c'est encore les mêmes. Laurent Fabius était sur les photos en 81 avec Mitterrand, et il est encore sur les photos aujourd'hui. On ne voit pas ça. Quand les Américains font un mandat, ils s'en vont. Obama a fait son mandat, il a rendu service à sa nation, il est parti. Bush est parti. Reagan est parti. Et ils ne reviennent pas. Qu'ils soient bons ou mauvais, c'est une autre histoire. Mais ils ne reviennent pas. Quand les Anglais font un mandat, ils le font, ils s'en vont et c'est terminé. Ils retournent à leurs occupations, ils retournent à la vie civile. Blair a fait un mandat, il est parti. Al Gore a fait un mandat, il est parti. Cameron a fait un mandat, il a promis aux Anglais un référendum, il a fait ce référendum, les Anglais ont voté pour sortir de l'Union Européenne, ils vont sortir de l'Union Européenne, il a rempli sa mission, il est parti. Nigel Farage a dit, le jour où l'Angleterre sortira de l'Union Européenne, j'aurai rempli ma mission et je partirai. Le président du UKIP, il a rempli sa mission, il est parti. Et Theresa May fera pareil, elle remplira sa mission et elle partira. Et en France, on a ces dinosaures qui reviennent encore et encore et encore. Valls, il est encore là. Premier ministre détesté par tout le monde, il est encore là. Hollande, il s'est voté un salaire de malade, il s'est donné un secrétariat, on ne sait pas ce qu'il fait, mais il est encore payé avec l'argent public. Mélenchon est encore là, et il nous coûte 20 000 euros par mois. Député, sénateur, il cumule les mandats, plus son secrétariat qui doit coûter 4 000 ou 5 000 euros par mois. Chaque député doit nous coûter 20 000 euros par mois. Et c'est les mêmes, eux et leurs enfants, qui sont encore là, et encore, et encore, et encore. Qui nous coûtent une fortune. Et on va m'expliquer que l'ascenseur social existe et que la France est un pays ouvert. Jamais vous ne verrez dans un pays civilisé ce qui se passe en France. Il n'y a que dans peut-être le parti communiste chinois, et encore, là aussi les têtes changent. Mais il n'y a qu'un pays comme la France où vous prenez les photos avec Reagan, et vous verrez les mêmes qu'aujourd'hui. Il y avait Mitterrand, Fabius, Reagan. Reagan est parti, Mitterrand est mort, Fabius est encore là. Enfin, il n'y a que la mort qui les arrête, ces gens-là. Et très peu de gens réalisent à quel point la France n'est pas une démocratie. C'est une arnaque. Ce qui s'est passé, en fait, c'est la bourgeoisie par la Révolution française qui a écarté la monarchie, pour installer une espèce de bourgeoisie monarchique. Alors l'avantage de la monarchie, c'est que les monarques ou les rois aimaient leur pays. Pourquoi quand on est un roi, on aime son pays? Parce qu'on laisse le pays à ses enfants. Donc on ne veut pas saccager son pays, on essaye de ne pas trahir son pays, parce que si on trahit son pays, si on vend son pays, eh bien on laissera un pays dévasté à ses enfants. Donc la monarchie avait quand même à cœur de laisser une situation propre à ses enfants. Or, la bourgeoisie n'en a rien à foutre.
la bourgeoisie corrompue, c'est ramasser du fric, ramasser un maximum de fric, absorber, voler l'argent public pour se constituer un patrimoine privé, et après moi le déluge. C'est pour ça qu'il y a autant de trahison en France. Vous ne trouverez pas ce niveau de trahison au Royaume-Uni. Il y a les mêmes élites, il y a les mêmes réseaux d'influence, il y a la même franc-maçonnerie. Mais, de par la figure de la reine, de par aussi le fait que ce soit une démocratie du Nord, et un peu comme la Suède, la Norvège, les gens sont moins voleurs, sont moins fripous que dans les pays du Sud, que dans les pays latins. Les Anglais ont quand même à cœur que leur pays soit protégé, perdure, que l'Angleterre éternelle reste au centre du monde. Même si l'Empire n'existe plus, le Royaume-Uni continue à rayonner. Or, en France, il y a cette culture de traîtrise, de fourberie, et il y a surtout cette mainmise sur le pays par cette minorité oligarchique qui ne lâchera jamais le morceau. C'est une poule aux œufs d'or, et l'argent public que vous payez est une poule aux œufs d'or, et ce qui se passe en fait, c'est du détournement d'argent public. Les salaires faramineux des députés qui ne partent jamais, qui font des mandats infinis, des présidents, des ministres, qui se votent tous des salaires énormes, qui cumulent en plus avec des salaires au Parlement européen. Le cinéma qui vole l'argent public, parce que le cinéma français n'est pas rentable, donc il extrait de la ressource, ils font semblant de faire du cinéma, qui ne s'exporte pas, qui est minable, et ils se financent avec de l'argent public. Donc dans le salaire de Danny Boone, je le prends en exemple parce que c'est parce qu'il se paye des salaires énormes sur des films subventionnés par l'argent public, c'est du détournement d'argent public. Pour moi, il ne devrait pas. Il a assez d'argent pour produire ses films, et où ces films sont bons, ils réussissent, où ces films sont médiocres, ils se cassent la gueule. C'est ça le réalisme, la réalité économique. Mais ces gens-là ne veulent pas prendre de risques. C'est maximum de gains avec zéro risque. Si je gagne, c'est pour moi. Si je perds, je m'en fous, c'est financé par l'argent public. C'est pour ça que cette histoire d'exception française du cinéma, ça ne vaut absolument rien. C'est un mensonge pour essayer de voler l'argent public. Donc, pour revenir au cœur du sujet, et pour revenir à Paris, ne perdez pas votre temps, et je conseille aux jeunes et aux moins jeunes qui veulent aller à Paris, ou qui sont à Paris depuis quelques années et qui galèrent, c'est normal que vous soyez en galère. Paris est une ville où la verticalité n'existe pas. Vous ne vous déplacez que horizontalement dans la même classe. Vous pourrez au mieux avoir un meilleur salaire, un meilleur poste, mais au sein de la même classe. Personne ne vous donnera l'opportunité de réussir ou de monter si vous ne faites pas partie déjà de la bonne caste. Et pour conclure, j'ai regardé récemment par curiosité les étapes pour créer une entreprise en France. Et ça m'a fait rire parce que j'ai réalisé à quel point c'était archaïque, à quel point c'était ancien. Le dépôt des statuts, tout ça par papier, la capitalisation, les comptes, le comptable, à quel point c'était difficile et plein de paperasse. Et je comparais ça à ce que j'ai fait en Angleterre lorsque j'ai créé mon entreprise. J'étais dans mon lit, je me suis connecté sur le site de Company House, et en 20 minutes, mon entreprise était live. Je l'avais créée. J'ai décidé de la capitalisation moi-même, 1 pound, 1 livre sterling. Il n'y avait pas besoin de justificatif de domicile, contrairement à la France. J'ai entré mon adresse sur Internet et voilà, le système fait confiance que vous n'avez pas à mentir sur votre adresse, et on vous envoie un courrier à votre adresse qui permet de la vérifier. Et c'était fait. C'est d'une facilité enfantine. Tout le monde peut créer une entreprise au Royaume-Uni. Si vous galérez aujourd'hui, que vous avez un projet qui ne nécessite pas que vous soyez basé en France, qui est un projet média, un projet internet, où vous pouvez être délocalisé facilement,
laissez tomber tout ce que vous êtes en train de faire, prenez l'Eurostar, prenez une connexion Internet ici au Royaume-Uni. Il vous suffit d'avoir une adresse fixe, hein, peu importe, hein, colocation, du moment que c'est une adresse où vous êtes de façon permanente. Et en 20 minutes, votre entreprise est créée. Pour tous ceux qui rencontrent des difficultés sur le continent à faire cela. Et ça va être pareil en Australie, ça va être pareil au Canada, ça va être pareil aux États-Unis. La France ne veut pas d'entrepreneurs. La France ne veut pas de gens créatifs. C'est pour cela qu'elle taxe les PME, qu'elle taxe les indépendants. C'est pour ça que seules les grandes entreprises, les super milliardaires sont taxés à 3% sur le profit avec tout leur montage fourbe, mais les PME sont les plus taxées, sont asphyxiées. Depuis la création, depuis le processus de création, jusqu'aux impôts lorsque votre entreprise est déjà créée. La France veut des petits salariés soumis à l'oligarchie. La France veut une classe de petits salariés. Elle ne veut pas d'indépendants, elle ne veut pas l'épanouissement du peuple parce que le seul moyen pour cette classe de continuer à exister, c'est que l'impôt continue à être élevé et continue à pouvoir être transféré aux riches. Vinci construit avec vos impôts, le cinéma survit avec vos impôts. Tout est basé sur le vol de l'impôt élevé du salarié et de la PME pour être transmis à la classe dominante. Voilà ce qui se passe en France. Donc, amis de province française qui veulent s'installer à Paris, moi je vous conseille de prendre un billet pour Sydney. Amis des anciennes colonies françaises, pays francophones, pays du Maghreb, pays d'Afrique, qui veulent venir en France, prenez un billet pour Montréal, Toronto, Sydney, Melbourne. Vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chance et de plaisir à réussir. Voilà pour aujourd'hui, et comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.